Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, pour certains d'entre vous, pour les autres de vous accueillir sur cette séquence, l'une des dernières de cette magnifique édition du InCyber Forum ici à Lille, et je souhaite évidemment la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent également à distance. Alors on évoque cet après-midi IUCS, le déclin d'une ambition européenne, point d'interrogation. On va débattre de tout cela avec mes trois invités. Vous le savez peut-être d'ores et déjà, cela fait 5 ans que l'ENISA travaille sur le schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de cloud, le fameux IUCS dont nous parlons, destiné à harmoniser les critères d'évaluation et les niveaux d'assurance à l'échelle européenne en définissant finalement des standards communs pour les fournisseurs de services cloud. Alors la dernière mouture du projet, on va y revenir, notamment sans le niveau AI+, pose un certain nombre de sujets, de questions à soulever, des critiques des tenants de la souveraineté numérique européenne, au premier rang desquels, je ne vous surprends pas, la France figure. On va voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, où on en est des échanges, des discussions, ce qui aujourd'hui bloque l'évolution de ce sujet, et puis effectivement faire un point sur cette année 2025, voir un petit peu le positionnement des uns et des autres, les enjeux, mais aussi les apports du texte. On en parle avec nos trois invités. À mes côtés, Garance Mathias, avocate. Merci Garance d'être avec nous. Merci Mélanie, merci aux organisateurs pour l'invitation, merci aussi de représenter, parce que je représente aussi l'association, notamment celle du Clusif, donc voilà. Merci beaucoup Garance, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. À vos côtés, Thomas Saint-Julien, merci Thomas également d'être à nos côtés et d'avoir préparé aussi à organiser cette séquence de l'AFNOR. Vous êtes donc responsable développement certification cybersécurité au sein, donc je le disais, de l'AFNOR certification. Merci Thomas d'être avec nous. Merci à tous. Et nous avons évidemment le plaisir d'avoir Eric à nos côtés. Eric Vétière, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes Lead Certification Expert au sein de l'ENISA. On va donc revenir avec vous sur un certain nombre de sujets, peut-être pour nos invités. Je ne sais pas quel est le niveau de maîtrise de l'ensemble des points clés de ce sujet de l'IUCS de nos membres dans la salle. Donc je vous propose qu'on fasse peut-être rapidement un point sur les éléments concrets, de quoi parle-t-on et quels sont ses objectifs. Peut-être Eric, si vous voulez débuter. Oui, tout à fait. Donc, le schéma IUCS est un schéma européen. Donc, son objectif essentiel est d'aller vers une harmonisation entre les différents schémas qui peuvent exister au niveau européen, avec une reconnaissance mutuelle entre les différents États. C'est-à-dire que un service cloud peut être certifié dans n'importe lequel des 27 États membres et le certificat sera reconnu dans toute l'Union européenne. Donc c'est à la fois un objectif, enfin l'objectif est un peu ambitieux, donc en particulier on verra quand il y a pas forcément un accord entre les États sur certains points. En termes de critères, les critères sont pour la plupart très classiques. Vous pouvez y accéder déjà aujourd'hui puisque ce sont des critères que nous avons fini par définir dans une spécification technique du CEN, donc la CEN TS 18026. Donc vous pouvez accéder aux critères, ils sont là à peu près plus de 90%, puisque il y a uniquement un certain nombre de critères supplémentaires, mais qui sont probablement pas les plus difficiles à implémenter, qui sont dans le schéma. Et nous avons également inclus un certain nombre de critères de transparence. Donc l'idée des critères de transparence, c'est que il existe beaucoup de critères pour lesquels on peut définir le fait que on a besoin pour un certain niveau de faire quelque chose. Mais il y en a d'autres où en fait, cela dépend des niveaux de risque des différents consommateurs. Donc, pour prendre un exemple, on a le droit à l'audit. Dans certains secteurs, c'est extrêmement important d'avoir cette capacité d'auditer un secteur cloud. Donc, par exemple, les directives DORA obligent un petit peu les services financiers à le faire. Cependant, tout le monde n'a pas ce problème. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas particulièrement envie d'aller auditer leur vendeur de cloud. Donc, nous avons défini ça comme un requirement de transparence. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de déclarer sa politique en termes de droit à l'audit. Donc il y a pas de surprise pour le client. Il y a une possibilité sur un service certifié d'aller vérifier s'il répond aux critères dont on a besoin. Donc encore une fois, ce schéma a été conçu
dans une optique de partage de responsabilité entre le fournisseur de cloud et le client. Donc le client est supposé ici être plutôt, on va dire, une entreprise avec une compétence en cybersécurité, donc une capacité à comprendre les réponses qui ont été données par le fournisseur de cloud. Donc on ne parle pas ici d'une certification de service grand public, mais bien de quelque chose qui s'adresse à, on va dire, au microcosme, on va dire, de la cybersécurité. Voilà. Garance, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter, en tous les cas préciser certains éléments d'un point de vue effectivement juridique, l'analyse que vous en faites? Alors effectivement, cette norme, cette certification est importante. Hein. Je dis vraiment pas faut pas voir le contraire, loin de là, mais suscite quelques questions, voire débats. D'où peut-être le titre, hein, déclin d'une ambition. Alors on se met. Alors est-ce que c'est un déclin ou pas? On pourra en changer. Mais en tout cas, c'est un questionnement. Moi, je vais plus me poser sur la posture du questionnement, notamment par rapport à des documents existants franco-français qui vont être effectivement le référentiel du Secnum Cloud, et notamment un autre domaine. Et là, on va être dans l'actualité, qui est aussi les relations géopolitiques. Alors, on va parler effectivement avec les États-Unis, peut-être faire un focus avec les États-Unis, mais on pourrait faire d'autres pas de côté avec d'autres États, mais notamment avec ce qui se passe, et tout le monde suit l'actualité actuelle, avec des executive orders qui sont signés tous les jours depuis le début, et notamment des executive orders qui peuvent remettre en cause effectivement la protection des données. Alors là, effectivement, c'est pas le texte dont on parle aujourd'hui, mais c'est un texte qui est un socle de nos libertés fondamentales, un socle de notre gouvernance, un socle aussi de la protection des actifs informationnels de l'entreprise, qui est effectivement le règlement sur la protection des données. Donc, dans ces enjeux, il y a est-ce que ce référentiel, cette certification, va permettre nos entreprises, voilà, d'être protégées contre des accès, voilà, autorisés ou non, on verra suivant les textes, par des pays tiers, donc contre les lois, ce qu'on appelle extraterritoriales. Ça, c'est vraiment l'enjeu, et ça fait partie des critiques du texte. C'est partie des critiques, notamment des critiques qui sont été soulevées par la CNIL. Hein. La CNIL a fait, sur son site, a pris une position publique, hein, c'était en juillet dernier, sur notamment... Elle parle aussi des risques liés à ce projet européen par rapport à la sécurité. Sécurité, on va dire, pas que technologique, mais une sécurité juridique par rapport aux risques de transfert et d'absence de contrôle sur nos données, qu'elles soient à caractère personnel, mais les actifs d'une manière générale. Merci Garance, on va revenir sur l'ensemble de ces points qui constituent des risques et qui sont essentiels, et d'ailleurs qui est aussi tout l'objet de notre échange aujourd'hui. Essayer de comprendre en fait avec raison, pas avec passion, ce qui nous permettra d'adresser un certain nombre de points, les raisons de ces blocages et quelles pourraient être les issues. Essayer de comprendre pourquoi effectivement cet enjeu de sécurité aujourd'hui pose problème dans cette dimension-là, notamment parce que les différents États européens n'ont pas le même niveau de maturité. C'est évidemment un sujet. Peut-être, Julien, un mot, votre point de vue, vous, de l'AFNOR, certification, sur à la fois ce texte et puis ce qui est fait en France aujourd'hui, notamment ce Secnum Cloud dont parlait Garance. Oui, merci. L'analogie forcément la plus logique serait que l'UCS Secnum Cloud est le pendant français. On ne peut pas parler d'UCS sans parler de Secnum Cloud en France. Secnum Cloud en France est dans sa version 3.2 comme cette salle. La version de mars 2022 impose des conditions d'extraterritorialité dans son article 19 suite à l'arrêt Schrems 2 qui mettait notamment en cause le Privacy Shield. Ces conditions sont maintenant... C'est ce que l'ANSSI regarde en premier. Le Secnum Cloud est sous l'égide de l'ANSSI, un référentiel d'exigence qui est édité par l'ANSSI depuis 2017. Ce qu'on voit pour la France et pour le cocher des certificateurs, on voit de plus en plus de demandes, malgré les débats qui suscitent à chaque fois forcément en tant que centre d'évaluation. Il y en a 4 en France, AFNOR Certification en fait partie. On nous pose à chaque fois la question de UCS, où malheureusement on ne peut pas répondre pour l'ANSSI. On n'a pas de position, on n'est pas une autorité. Toutefois, ce qu'on voit pour le marché français, c'est qu'il y en a de plus en plus de demandes. À l'heure actuelle, nous avons 15 offres. Alors, on qualifie pas une infrastructure, on qualifie une offre de service Secnum Cloud. En France, nous avons 15 offres qualifiées
à l'heure actuelle. Nous avons 11 dossiers en cours. On voit, enfin, personnellement, je vois une augmentation de 70% de ces demandes en un an. Quand j'ai commencé à travailler dessus sur ce sujet, on avait très très peu de demandes. On en voit de plus en plus, alors même que les clients savent très bien que UCS va arriver, même sans savoir sous quel format UCS va être intégré, donc par rapport au fameux niveau I+, que vous avez évoqué. Donc les entreprises prennent un risque, mais un risque qui est porté aussi par le marché, un marché qui, je trouve, est assez demandeur. L'État joue aussi ce jeu par rapport à la doctrine du cloud au centre, la doctrine qui a été portée par monsieur Bruno Le Maire et la première ministre Elisabeth Borne, qui met au cœur le cloud et que toutes les données dites sensibles doivent être hébergées sur une offre de service qualifiée Sectum Cloud. Alors, comment est-ce que vous analysez cette augmentation des demandes? Qu'est-ce qu'elle signifie? Quand vous dites que les entreprises prennent un risque, ça veut dire quoi? Elles prennent forcément un risque parce que c'est une évaluation compliquée, coûteuse, exigeante. La partie audit et évaluation est en soi même pas la partie la plus importante, parce qu'il y a beaucoup de mise en conformité par rapport au référentiel. C'est un référentiel très, très exigeant, d'où pour son nom. Les entreprises ne savent pas forcément si Sectum Cloud va être préservé quand EUCS va entrer en vigueur à travers les décrets d'exécution. Donc forcément, elle prend un risque. Par contre, l'État prend également aussi sa charge dans le sens où l'UGAP mentionne maintenant des offres Sectum Cloud pour répondre notamment à des données de santé. Madame Garance-Mathias a évoqué la CNIL, notamment la Commission nationale du numérique et des postes aussi, a fait 2 avis. Assez récemment, il y a une lettre ouverte de 35, un consortium de 35 cloud providers européens qui alerte la Commission sur cela. C'est vrai que l'actualité, on ne peut pas évoquer l'actualité. Tous les jours, ça change. Encore, par exemple, il y a 2 semaines, les Pays-Bas, qui étaient pour, avec l'Allemagne, la suppression de I+, a voté des mesures en demandant que maintenant, il y ait la création d'un cloud national souverain aux Pays-Bas, pour ne éviter de passer par des clouds américains. Donc la France, finalement, n'est pas tellement seule dans cela. Et pour venir à votre question sur les risques, en France, la logique de marché pousse à cela. Mais on parle de la France, mais en tant que site d'évaluation, j'ai aussi des demandes qui émanent de l'Union européenne, des cloud providers tchèques, italiens. Donc c'est pas tellement une position très, on va dire, chauviniste française. Il n'y a pas que les cloud providers français qui s'intéressent à cela. Et on peut aussi parler, par exemple, des initiatives joint venture comme Bleu Essence, où c'est une joint venture française et américaine qui arrive un peu à contourner le référentiel 3.2 en appliquant une assiette des actifs principalement françaises pour qu'en fait, tout simplement, le FISA ou le Cloud Act ne puisse pas être contourné. Alors, ce que vous évoquiez, effectivement, peut-être, Garance, une réaction ou un complément à ce qu'évoquait Julien. Alors, la France ne semble plus être seule. Elle l'a un peu été au départ. Alors, est-ce que c'est une question d'être visionnaire ou précurseur? Je ne sais pas. En tous les cas, on voit à travers ce que vous dites qu'il y a aujourd'hui un ralliement qui va aussi dans le sens, finalement, un peu du renforcement de la posture européenne compte tenu de l'aspect géopolitique, qui va même d'ailleurs au-delà du cyber et du numérique, hein, sur un certain nombre de sujets. Oui, en effet, Mélanie, la posture géopolitique et actuelle qu'on vit, on va dire, on a vu qu'il y a déjà des positions qui sont prises tant par les industriels, ça a été rappelé, donc par des consortiums d'industriels avec des lettres ouvertes, de vouloir sensibiliser effectivement les acteurs politiques à ce risque, que ce soit politique nationale qu'européen. Et il y a aussi effectivement le fait d'avoir la France, d'avoir déjà ce Sectum Cloud dans plusieurs versions, donc déjà d'avoir un recul, parce qu'il y a déjà eu plusieurs versions, donc d'avoir un recul, même si on a été précurseurs. Et les travaux de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information sont très importants et très structurants. Après, vous l'avez dit vous-même, c'est lourd. Donc, ce qui est souvent, si je me fais des 2 côtés, on va dire, oui, il y a une volonté effectivement des industriels de vouloir, des industriels notamment européens, voire français, de vouloir effectivement imposer une volonté de devoir reconnaître les exigences. Et après, il y a peut-être aussi un niveau, mais là c'est plus organisationnel et technique, de voir quelles sont les exigences. D'un point de vue juridique, telle est ma partie, il y a des dispositions, comme vous l'avez rappelé, qui permettent et qui doivent être mis dans les contrats, donc ça appartient aussi, hein, ça appartient, on est dans des recommandations de travailler ces contrats, donc de les négocier, de les accepter, pour effectivement exiger un encadrement
de ces textes, sachant que nous sommes sur des lois extraterritoriales, mais les stipulations contractuelles aideront à gérer de telles demandes, mais ne les écarteront jamais. Si on a un mandat d'un juge, par exemple américain, il faudra y répondre. Voilà, donc ça va aider effectivement à avoir une transparence, à ce que le client final soit au courant de l'existence de ce mandat dans le cadre juridique existant et non pas l'hébergeur ou qui va le recevoir. Donc d'avoir une transmission et un encadrement de l'information. Ça reste des textes. Après, le contexte géopolitique et peut-être à voir ce qui va se passer dans les prochains décrets signés. Sur la protection des données, on se doute dans quelques semaines qu'il risque d'avoir une remise en cause peut-être du Data Privacy Framework. Enfin, je revois tous au dialogue de Max Schrems qui ont eu lieu là dans la salle, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc, il y a d'une part ces positions, d'autre part, certains autres organes américains où les agents ont été fortement invités à démissionner et c'était des garants justement des libertés individuelles et des garants très forts aux États-Unis. Donc, on va dire le contexte géopolitique va aider, on va dire, à se positionner si je suis positive. Et on reste optimiste. Eric, quelques éléments. Alors peut-être en réaction aussi à ce qui a été évoqué, hein, beaucoup de questions qui ont été soulignées, notamment par Garant, sur la protection des données, sur l'extraterritorialité hein, du droit américain, évidemment. Comment est-ce que tout cela évolue? Parce qu'on le voit, c'est une matière vivante aussi, avec ce qui se passe en matière de géopolitique. Ce qui était vrai il y a 15 jours peut complètement changer aujourd'hui et plus encore dans les prochaines semaines. Donc à travers ce texte UCS et l'évolution de la situation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, peut-être en complément de ce qu'évoquait Garance ou en réponse aux questions qu'elle a évoquées? Alors, aujourd'hui, au niveau du texte, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de désaccord, on va dire, politique général. Depuis le début, on va dire que tous les États membres ont montré un accord assez important sur le fait que la notion de, alors on peut appeler ça l'autonomie stratégique ou la souveraineté, ça couvre la même chose. C'est plus de la rhétorique, on va dire, que de contenu pratique. Et quelque chose de très important. Il faut voir par exemple que les Pays-Bas, qui n'ont pas forcément toujours été en lignée avec la France, ont aussi été parmi des gens qui ont été les plus virulents à faire des procès à Microsoft, hein, parce qu'ils faisaient des choses pas bien avec leurs données. Donc, alors pendant que la France envoyait les données de santé au même endroit. Donc, quelque part, il y a un problème d'application, de mise en œuvre de tout ça. Donc, le désaccord se pose principalement sur la manière de faire, pas sur l'objectif, mais sur la manière. Donc voilà, c'est là que c'est un petit peu compliqué, on va dire, à gérer. Donc pour nous, après une autre difficulté évidemment qui est classique, c'est le fait que la gestion de tout ce qui est RGPD est faite par ailleurs. Hein, donc il y a des autorités nationales, il y a le DPB qui est un groupe de travail. Nous travaillons avec le DPB. Là, nous allons vraiment commencer à travailler activement sur la manière d'utiliser UCS pour travailler dans une optique de certification des aspects cybersécurité du RGPD. Donc c'est quelque chose que nous avons démarré avec eux. Aujourd'hui, ça reste encore un sujet qui est difficile à aborder entre les États. Difficile aussi parce que on n'est pas dans un processus de création d'une réglementation. Donc on n'est pas dans un processus où on a un Parlement qui pousse, où on a le Conseil qui pousse. On est dans un processus technique où c'était défini, moi c'est les dit ça, vous allez juste définir 3 critères et puis c'est bon. Et le fait qu'il y ait des problématiques plus politiques ont tendance à amener à des blocages et on n'a pas de mécanisme dans notre méthode de travail pour forcer la mécanique à avancer. Et nous, on n'a pas l'autorité de forcer à avancer. Et voilà. Donc des fois, ça bloque un petit peu. Et ça reste assez compliqué. Si vous voyez la manière dont ça s'est passé, les communications autour des UCS, il y a des crises.
une fois tous les 6-9 mois, hop, on en parle pendant un mois, et puis là, ça se rendort pendant un moment parce que il se passe rien. Donc c'est vrai qu'on pourrait au moins aller plus vite, on va dire, pour arriver à une harmonisation. Voilà. Est-ce que là, justement, ce qui se passe au niveau géopolitique, est-ce que ça peut débloquer la situation? Est-ce que ça peut permettre de réouvrir le dialogue, les échanges pour faire avancer les choses? Ou est-ce qu'au contraire, dans la mesure où les enjeux sont d'un niveau, je dirais, presque supra, est-ce que ça finit finalement de faire tomber dans l'oubli UCS sur la pile de dossiers à traiter à la Commission? Alors, je pense qu'ici, il y a les différences. Donc, il y a la Commission, mais c'est pas que la Commission, il y a aussi les États membres. Donc, au final, ce sont les États membres qui prennent la décision. Donc c'est quand même à eux aussi. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le niveau d'urgence remonte au niveau des États membres. Et de deux moyens. En fait, il y a deux problèmes qui se posent qui sont très différents. Il y en a un qui est d'avoir un mécanisme de certification, on va dire, de base, pour s'assurer qu'on a le bon niveau de cybersécurité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une opportunité pour beaucoup de fournisseurs de cloud européens de mettre en avant leurs avantages, etc. Et il y a un intérêt donc à avoir une certification probablement au niveau substantial, donc qui serait le niveau moyen. C'est celui qu'on suppose être le niveau normal, on veut dire, pour un service cloud d'une qualité raisonnable. Donc c'est celui-là. Aujourd'hui, il est important à obtenir comme label pour pouvoir avoir un label avec une visibilité au niveau européen, pour pouvoir vendre son service au-delà d'un pays. Après, il y a aussi évidemment forcément des besoins au niveau high, donc par exemple qui est relativement similaire à Secnum Cloud. Donc relativement, il y a des inspirations, mais pas que. Mais aujourd'hui, la manière dont on définissait ces services, c'est qu'on dirait que des gens qui sont certifiés au niveau élevé, ce sont des gens qui vont considérer la sécurité comme une valeur ajoutée de leur offre. Ce ne sont pas des gens qui offrent un service cloud normal, ce sont des gens qui vont dire, là, vous avez un service sur lequel on va vous faire payer plus parce que vous avez le niveau de sécurité maximum. Donc, voilà. Donc ça, c'était le raisonnement depuis le début. Donc, en particulier, je pense qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui envisageaient d'avoir deux services, un au niveau substantial et au niveau high, sachant que le niveau high demande des mécanismes qui sont un peu plus coûteux. Donc, encore une fois, la similarité avec Secnum Cloud, c'est ce qui fait mal quand on passe à Secnum Cloud, c'est que ils vont demander des choses qui sont pas classiques. Et que donc, la mise en œuvre, elle est difficile parce qu'on leur demande de faire plus que le normal. Et donc là, c'est la même chose. Et là, effectivement, c'est plus compliqué parce que c'est dans ce contexte-là qu'on tombe le plus, évidemment, dans les problématiques géopolitiques. Et donc, oui, on sent bien aujourd'hui que ça frémit beaucoup plus là depuis le début de l'année, forcément. Donc, je pense qu'il y a un bon espoir. Mais bon, alors après, enfin ceux qui me suivent ce sujet savent que j'ai dit je ne sais pas combien de fois que j'avais bon espoir, donc je n'ose plus. Mais j'ai encore une fois là bon espoir qu'on arrive à une solution. Et encore une fois, à chaque fois, on est chacun apprend un peu. Donc la position de chacun évolue. Donc nous avons fait des propositions différentes. L'ANSSI a évolué au niveau de ses propositions, etc. également. Les autres pays membres également. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, ce sera plus facile d'obtenir quelque chose qui peut être un consensus. Et donc, on serait plutôt vers un niveau substantiel qu'un niveau élevé pour finalement arriver à ce consensus, quitte à ce que, possiblement, ça évolue par la suite. Est-ce que c'est ce qui permettrait aujourd'hui de relancer un peu les échanges et de pouvoir aboutir à quelque chose ? Ça peut être une manière de fonctionner, donc de faire d'abord une étape qui permet aux acteurs européens de se positionner dans un moment où il y a peut-être une opportunité de prendre des parts de marché par rapport aux acteurs américains. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On est en train de voir malgré tout, d'essayer de voir comment on peut aussi adresser ces problèmes en particulier d'indépendance vis-à-vis des lois extraterritoriales. Ouais. Alors, est-ce que, en partant de ces éléments-là, comment est-ce que vous le percevez ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une cohabitation entre UCS et Secnum Cloud, ou est-ce que ça n'est pas possible ? Est-ce que un UCS avec un niveau substantiel, ce serait un vrai problème pour la France, ou pas nécessairement ?
Alors, c'est pas moi de répondre par rapport à la cohabitation, c'est vrai, parce que je suis pas législateur, mais ce que je vois arriver, c'est que soit Sectum Cloud peut réintégrer dans UCS un niveau I+, le niveau qui a été enlevé l'année dernière, en mars, 2022, 2023, oui. Soit sinon une cohabitation possible, mais là encore c'est à la commission de décider. La France peut aussi faire un opt-out, hein, la Suède, le Danemark en ont fait pour demander une singularité française, c'est également possible. Ou tout simplement, Sectum Cloud peut disparaître, ou comme vous l'avez dit, Sectum Cloud pourrait être réintégré à un niveau high, mais alors on perdrait la spécificité de l'extraterritorial, de lutte contre les lois extraterritoriales. Voilà, c'est malheureusement pas décidé. Forcément, moi, je suis pour une réintégration du niveau I+, parce que je pense qu'une cohabitation serait beaucoup trop compliquée. Le but de UCS, qui a été porté par le Cyber Security Act, c'est d'avoir une harmonisation de la certification en Europe. Donc finalement, ça serait un peu contradictoire au vœu initial de UCS. Après, c'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a un peu une dichotomie française où, par exemple, la France va pousser du Sectum Cloud, mais d'un côté, Polytechnique ou l'Éducation nationale vont faire des appels d'offres et partir sur Microsoft. Je pense que c'est aussi aux législateurs, aux citoyens aussi, par exemple, de se réapproprier ces questions de souveraineté. Par exemple, moi, de plus en plus, des personnes qui maîtrisent pas tellement la tech dans mon entourage veulent savoir où sont leurs données, veulent savoir ce qui peut se passer. On peut faire l'analogie assez actuelle, comme vous l'avez dit, avec le secteur de la défense, avec tout ce qui se passe en ce moment, les discussions sur l'OTAN. L'Union européenne a pris conscience aussi que c'est aussi une Europe de la défense, d'avoir des budgets qui soient débloqués au sein de l'Union européenne. Pourquoi pas faire tout simplement ça avec du cloud, avec de la technologie. Après, c'est vrai que le problème de l'offre Sectum Cloud, c'est qu'elle est très coûteuse. On va pas se mentir, une offre Sectum Cloud en France, ça coûte entre 20 et 30% plus cher. 70% de nos données européennes va aux États-Unis. C'est une question à savoir aussi, est-ce que vous voulez pas mettre un peu plus cher, comme pour des habits ou une belle voiture, que vos données soient sécurisées? Mais ça, c'est pas à moi de répondre, c'est au marché. Garance. Alors, peut-être effectivement, le point des appels d'offres est un point assez intéressant, puisqu'indépendamment, on va dire, des certifications, indépendamment du référentiel Sectum Cloud, il y a aussi d'autres règles de droit qui vont s'appliquer. Qui sont quand même le droit de la liberté de la concurrence, enfin d'autres termes effectivement, notamment de l'égalité des conditions de marché ou autres. Donc tout ça nécessite, indépendamment des textes, des certifications spécifiques et du Cyber Security Act, et merci d'en parler effectivement, qui permettait de mener les certifications, c'est de savoir, et là c'est plus une question aux législateurs, de savoir effectivement, et indépendamment des législateurs, des gouvernements, de savoir vers quel sens on va, puisque effectivement actuellement, il est très délicat quand on rédige un cahier, un appel d'offres notamment en public, d'intégrer certains critères qui excluraient de fait certains acteurs industriels. Ne serait-ce puisque ça les priverait d'avoir une égalité dans le marché. Donc il y a ce raisonnement-là, et je pense que le débat, voilà, c'est pas déclin ou pas, c'est d'avoir une vision globale en disant effectivement quelles sont les exigences. Mais ça, c'est étatique, vous l'avez tous dit, hein, c'est question politique de régulation. Ce que l'on vit actuellement d'une manière géopolitique. Il faut pas oublier que là, on arrive à avoir les prémices d'une Europe de la défense, alors que ça faisait des années, je veux dire, voilà, où c'était vraiment un frein en Europe et une volonté politique de ne pas avoir une Europe de la défense, justement, de l'exclure, puisque ça restait le principe de subsidiarité avec des hommes politiques très charismatiques qui s'opposaient volontairement. On a une redéfinition du statut de l'OTAN, là je parle plus sur d'autres milieux. On arrive effectivement à des textes qui ont été signés, publiés ce matin sur des textes des droits de l'homme, donc l'économie aussi s'y mêle. Donc on parle de cette certification, mais si on a j'ai volontairement une vision au-delà en disant comment on fait quand on est acteur privé ou acteur public en France, si on veut contractualiser avec des acteurs européens, comment on fait aussi pour garder un avantage compétitif? Comment on fait aussi pour garder, quelle que soit la posture, quel que soit mon métier, que ce soit mon organisme, comment ces réglementations peuvent aider? Comment aussi la norme juridique doit intervenir? Puisqu'effectivement, ça serait dommage, les recours existent, et c'est très important, effectivement, ces recours, cette garantie, on va dire, du respect de la légalité, mais il faut aussi
que, au-delà de la certification, il y a des outils, et ça rejoint un petit peu votre propos, pour aider les entreprises à choisir et avoir les moyens de se mettre en adéquation avec une volonté de se protéger, pour prendre un exemple sur les lois extraterritoriales. Après, il y a la question du coût, effectivement, et ça, tous les budgets sont contraints. Donc là, il y a la question du coût, effectivement, vous l'avez dit. Il y a la question aussi de la capacité d'une entreprise à se mobiliser pour une certification, donc les moyens humains et le temps. Donc oui, donc il y a un enjeu, en tout cas pour ma partie juridique aussi, de positionnement national et européen par rapport notamment aux enjeux des appels d'offres. Ça, je pense que c'est un point dont on parle peut-être pas assez, mais qu'il faut avoir en tête avec les règles de concurrence et les règles de marché, notamment pour la France, le Code des marchés publics. Merci beaucoup, Garance. Éric, vous souhaitiez peut-être ajouter un point, réagir ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas. Évidemment, les règles de la concurrence, c'est quelque chose qui est assez ennuyeux, hein, on va dire entre guillemets. Donc, quand on veut imposer des règles qui vont de facto exclure une partie du marché, il faut donc d'ailleurs quelque part à un moment même l'ANSSI a révisé un certain nombre de ces documents qui étaient un petit peu forts. Donc et c'était dans cette optique parce que il faut justifier. Par contre, aujourd'hui, ce que beaucoup de gens semblent oublier, c'est qu'il y a d'autres directives européennes qui sont en train de s'appliquer. Alors évidemment, en France, on n'est pas encore complètement prêt, mais Nice 2 va devenir une obligation et va donner une obligation d'estimer son exposition au risque. Et quelque part, le problème aux Pays-Bas a démarré par un rapport de la Cour des auditeurs, de Cour d'audit des Pays-Bas, qui a dit au ministère, le scandale n'était pas particulièrement qu'il soit aux États-Unis, le scandale était que il n'est pas fait d'analyse de risque sur les risques de souveraineté. Donc c'était ça qui n'a pas été fait. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, permet de justifier dans un appel d'offres le fait d'exiger un certain nombre de protections contre, par exemple, l'exposition à des lois non opérables ou la possibilité de fuite. Donc ça, c'est quelque part par rapport à ces problématiques, on va dire, d'accès au marché, etc., c'est quelque chose qui peut forcément aider. Et j'espère que c'est quelque chose qui va s'améliorer. Alors c'est compliqué, hein. Quand on prend l'exemple qu'on a donné entre le Polytechnique et le ministère de l'Éducation nationale, autant en tant que citoyen, père de famille, je suis pas très content qu'on force mes enfants à utiliser des outils Microsoft. Mais bon, l'Éducation nationale, pour leur service d'email, on va dire pourquoi pas. Maintenant, l'école polytechnique pour des labos de recherche dans des domaines militaires, en termes d'analyse de risque, on a envie de la voir, cette analyse de risque qui fait qu'on dit qu'on peut aller dans des services comme Microsoft. Donc là-dessus, c'est quelque chose où il faut aussi qu'on avance. C'est-à-dire que la France, sur ce sujet, est probablement pas dans un état bien meilleur que ce que la Cour des auditeurs Pays-Bas a remarqué. Et maintenant, pour revenir à UCS rapidement. Donc, nous, ce qu'on avait fait, ce qu'on a proposé l'an dernier, qui souvent n'a pas été vu, c'est que on avait rajouté des exigences de transparence sur l'exposition aux lois non européennes. Donc, ces exigences de transparence, l'idée était justement de pouvoir les utiliser en combinaison d'un appel d'offres. C'est-à-dire que on a un appel d'offres, de quelqu'un qui dit être certifié. L'idée, c'est d'avoir cette possibilité de vérifier facilement sur les informations qui ont déjà été, on va dire, vérifiées jusqu'à un certain niveau. Donc, on ne mettait pas une limite extrêmement élevée, mais qui ont été vérifiées, sur lesquelles le fournisseur s'est engagé sur le fait que les informations étaient véridiques. Hein, parce que dans une certification, quand on ne dit pas la vérité, je pense qu'on se prend la peine maximale, hein, c'est l'annulation complète, on repart de zéro, donc ça fait jamais plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on avait cette proposition qu'on espérait être suffisante. Bon, ça n'a pas marché, hein, on va dire. Mais voilà, encore une fois, ce sont des choses qui ont évolué, on va dire, dans la manière de fonctionner. On est encore en train de chercher d'autres options, donc je ne peux pas parler aujourd'hui, puisque voilà, c'est des discussions en cours. Mais on s'oriente beaucoup sur des combinaisons comme ça, entre des choses qui se font au niveau européen, qui définissent, on va dire, des critères généraux, et des choses qui se font au niveau plus national, mais pas seulement national, mais au niveau des entreprises, au niveau des ministères, de comprendre en fonction du risque quels sont les besoins. Parce que les besoins, encore une fois, Secnum Cloud, c'est très très bien, c'est pas forcément utile pour tous les services cloud en France. Ne serait-ce que parce que les Américains ayant 70% du marché, si tout d'un coup on les enlève,
on va avoir un petit souci de capacité. Mais donc voilà, donc l'idée c'est de permettre d'avoir les informations nécessaires pour les appliquer là où on a le niveau de risque et au maximum, voilà, d'essayer d'avoir une labellisation européenne. Et c'est là qu'il y a encore des débats qui sont en cours. Est-ce qu'on a justement des éléments sur les échéances à venir de prochains rendez-vous? Qu'est-ce qu'on peut attendre prochainement? Franchement, après 5 ans, enfin, on arrête de dire qu'on va. Vous n'avez pas de rendez-vous prochainement, vous n'avez pas de date, rien. Non, j'ai pas de date. Hein. Non, franchement, là, j'ai donné tellement de dates qui ne se sont pas produites qu'à un moment, il faut arrêter. On reste sobre. Garance, une réaction? Pas sur la date, mais sur ce qui était dit avant. Bon, après les délais, c'est vrai que les délais, c'est toujours une histoire de délai. On reproche au droit d'être long, mais là, il n'y a pas que le droit pour une finir. Ça fait... Voilà, si je fais une petite pointe d'humour. Oui, effectivement, c'est effectivement quel niveau on met, quel enjeu, quel outil et instrument tant juridique, organisationnel et aussi technique on peut aider. Je pense au marché, effectivement, marché, appel de marché, marché un peu plus global, et aussi la localisation des serveurs, ce qu'on a évoqué, mais il y a aussi l'archivage. Bien entendu, donc tout ce qui est backup ou autre, aussi les enjeux de localisation. Il y a aussi la volonté d'adresser 24/24, 7/7 tout autour de la planète. Donc, face à cette réalité, sans dire que c'est complexe, c'est est-ce que la certification, et là je me veux un petit peu provocatrice, va dans l'état actuel, quand elle sera finalisée, hein, bien entendu, nous aider à répondre à tous ces points qui sont effectivement des points business. Moi, en tant qu'avocat, mes clients me challenge, hein, j'ai pas de honte à le dire, tout le temps en disant qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, la cartographie des risques est capitale. L'analyse des risques est capitale, ne serait-ce pour savoir quelle typologie de données je mets dans tel endroit. Et pas que, quand je dis données, c'est pas données à caractère personnel, mais quel est mon métier? Quelle est la structure que j'ai? Effectivement, les réglementations, que ce soit NIS2 ou DORA, qui sont là, aident, parce que c'est obligatoire, mais ça l'était déjà, c'est des bons réflexes pour les RSSI, enfin, ça fait partie des outils de base d'une gouvernance, de savoir où sont mes données, qui gèrent, pourquoi, comment, et quel est mon métier, quel est mon risque, mon métier. Donc, on attend effectivement cette certification. Moi, j'attends aussi peut-être d'autres, je l'ai dit, d'autres postures par rapport au droit de la concurrence, au droit des marchés publics pour éclairer, en tout cas, pour donner d'autres billes. Julien voulait rajouter un point et puis on prendra peut-être quelques questions dans la salle ensuite. Oui, alors c'est vrai que par rapport au marché, par exemple, l'UGAP qui mentionne Sectum Cloud, on est entre 55 et 70 millions en France à l'heure actuelle. On peut déplorer ce nombre, toutefois il y a aussi une logique de marché. On peut se demander pourquoi ce chiffre est si bas et pourquoi de plus en plus d'entreprises veulent faire qualifier leur offre de service Sectum Cloud. Je pense que je ne connais pas tous les éléments pour répondre à ça. Je ne suis pas du côté du client. Mais outre la France et l'Union européenne, des entreprises américaines qui font des joint ventures. Donc j'imagine aussi qu'ils ont des billes à mettre dans cela. J'imagine qu'ils ont aussi des millions de contrats derrière qui vont se débloquer. Sectum Cloud est plutôt... on a aussi reproché à Sectum Cloud d'être trop dans le normatif. Sectum Cloud répond initialement à la réglementation FISA américaine. Sectum Cloud est juste une réponse à voilà. Donc, outre le norm bashing, il n'y a pas que la France qui fait de la norme. Sectum Cloud a juste été une réponse. La réponse a été cela, de la protection des lois extraterritoriales. En France, c'est en train de prendre, je trouve, en Union européenne aussi, et on ne peut qu'espérer que le contexte international et géopolitique, malheureusement, joue en cette faveur. Merci beaucoup à tous les trois. On a encore un petit peu de temps devant nous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, est-ce qu'on va vous donner un micro? Pardon. Bonjour, merci de ces commentaires. Vous êtes en train de réhabiliter une fameuse phrase de Michel Audiard qui s'appelle le nervous breakdown. Vous vous rappelez de Bertrand Blier dans La Péniche. Je ne veux pas faire référence à un grand journaliste français qui en a avoué qu'il était bipolaire, mais on s'en approche. À 50 mètres de vous, il y a des fournisseurs que je connais qui promettent à leurs clients l'étanchéité aux règles extraterritoriales. Il y a 1 heure, on me l'a promis, ici. C'est un fournisseur de technologie associé à un autre fournisseur de technologie qui porte une couleur donnée et qui m'a promis l'étanchéité. Vous êtes en train de m'expliquer qu'elle n'existe pas et qu'elle n'existera jamais. Donc, première chose. Deuxième chose,
Vous savez qu'en France, on est sous la coupe, vous lisez peut-être la presse libre indépendante, et qu'on a découvert qu'il y avait une action politique certaine au sujet de la souveraineté digitale et qu'il y avait une opération d'influence directe d'un site web en particulier qui a sorti l'affaire de Polytechnique, qui a sorti l'affaire de l'Éducation nationale et qui entretient un bashing US très bien repris, parce que c'est très bien fait. Et ça, c'est une opération politique pilotée par un milliardaire de l'ouest de l'Île-de-France. Donc ça aussi, ça nous influence. Ce qui m'inquiète le plus, donc vous pouvez comprendre ça facilement, c'est que tout le monde regarde à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe si demain, ce n'est pas un prénom de canard qui signe des executive orders terribles, mais si ça commence à faire la même chose à l'est? Est-ce qu'on se méfie de ce péril-là? Est-ce que EUCS sera étanche à une soudaine folie ou une élection qui serait légitime, puisqu'après tout c'est ça le sujet, d'un autre bloc géopolitique qui se mettrait lui aussi à déborder politiquement parlant, à vouloir tout fermer, à nous parler d'une logique de bouton rouge? Et est-ce que UCS va nous prévenir de ça? Est-ce qu'on n'est pas focalisé sur le péril US, tel qu'il existe aujourd'hui sur les chaînes d'infos, sans regarder le péril chinois qui est peut-être existant, je ne sais pas. Si je peux me permettre de répondre à la première partie sur l'étanchéité, faut déjà entendre ce que vous entendez par, enfin, ce que vous comprenez par étanchéité. L'étanchéité physique, technique, là, c'est quand même sur des référentiels très techniques. Après, j'imagine de qui vous parlez. De base, si vous voulez une donnée sécure, enfin, le cloud de base, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc après, il faut déjà comprendre cela de base. Après, c'est à l'ANSSI qui décide, le dossier de qualification, si ces entreprises respectent le référentiel qui est disponible. L'ANSSI ne voit pas pourquoi elle refuserait la qualification à n'importe quand. Cette entreprise n'est pas encore certifiée Sectum Cloud. Elle est probablement dans vos 11 dossiers. Enfin, je l'espère. Hein. Alors, si on passe à la même, elle n'est pas dans les 11 en cours, mais on sait qu'elle va bientôt prochainement déposer le dossier. Si elle pense déposer le dossier, c'est qu'elle pense répondre aux critères. C'est malheureusement pas à nous, c'est à l'ANSSI de décider de cela. Nous, on est coopérateurs de Sectum Cloud, hein, on travaille sous l'ANSSI, on est sous l'égide de l'ANSSI. C'est même pas nous qui prenons la décision de qualification, c'est l'ANSSI qui réserve un droit unilatéral de regard sur ces dossiers. Mais voilà, c'est pour la première partie de la question, voilà. Oui, bon, pour reprendre la première partie de cette question, on va dire que il y a eu une version, il existait il y a longtemps, une version des UCS où ces entreprises ne seraient pas passées au fameux niveau I+, à cause des problèmes de disponibilité où les exigences étaient plus élevées que sur Sectum Cloud. Maintenant, pour ce qui est des autres, on va dire. Nous, aujourd'hui, on parle de transparence sur l'exposition aux lois non européennes. On ne parle pas du tout des lois US. Donc, bien évidemment, c'est déjà pris en compte. Il existe une loi qu'on connaît bien, une loi sur l'espionnage en Chine, qui est assez importante et qui aujourd'hui est très clairement dans le viseur. Voilà. Donc, il y en a quelques autres encore dans d'autres pays. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement bien connu. C'est sûr qu'on a toujours peur de voir arriver un vendeur cloud d'un pays dont on n'a jamais entendu parler. On va devoir éplucher tout d'un coup leur législation pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problème. Mais la plupart aujourd'hui viennent plutôt de pays qu'on connaît bien, sur lesquels on a une idée des lois qui peuvent poser problème. Ouais. Pour juste compléter, effectivement, là, on avait fait un focus compte tenu de l'actualité américaine, mais je rejoins. Hein. Il y a d'autres pays aussi qui ont des lois extraterritoriales, hein, que ce soit effectivement l'Australie, si je m'éloigne de la Chine, voilà, effectivement la Chine et d'autres pays beaucoup plus à l'est. Donc effectivement, la gestion du risque, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi la cartographie avec quel pays auquel on travaille, quels sont les risques. La loi, en fait, indépendamment d'avoir des systèmes étanches, on va dire techniquement, organisationnellement, et là ce n'est pas ma partie, s'il y a un mandat qui est délivré par un juge, il va y avoir une réponse qui devrait être faite d'un point de vue juridique, pour le coup. Voilà, il y a un bureau en France qui est à Bercy, peut-être que vous le connaissez pas, qui s'appelle le CICE, qui aide les entreprises effectivement à répondre quand il y a des demandes. Ce sont des magistrats, effectivement, qui ont l'habitude de traiter ces demandes. Donc, il y a aussi un soutien de la part de l'État. Donc, je laisse les experts sur les questions d'étanchéité technique, organisationnelle, mais sur le point de vue juridique, il faudra aussi apporter une réponse. Ça reste des textes, des lois qui ne sont pas qu'américains.
voilà, on a aussi d'autres extraterritorialités. Effectivement, les enjeux géopolitiques que l'on adresse actuellement ne couvrent pas évidemment que le champ des États-Unis, mais bien entendu un certain nombre d'autres États. Et le CICE, qui effectivement dépend de la Direction générale des entreprises au sein de Bercy, agit sur cette dimension. En tous les cas, accompagne les entreprises. Il y a d'autres services, notamment au sein de l'État, un peu long à expliquer, mais en tous les cas, il y a effectivement une dimension étatique qui est forte pour soutenir cette démarche. On a une autre question au fond de la salle. Vous avez le micro, monsieur? Oui, parfait, on vous écoute. Oui, bonjour, merci à tous les quatre. Alors, moi, je connais très bien le UCS. J'ai été RSSI d'une société, d'ailleurs la première à avoir été Secnum Cloudisée. Donc, on peut penser savoir ce que c'est ou pas. Donc, non, on s'est vraiment beaucoup battu pour être Secnum Cloud. C'est quelque chose. Ce que je regrette beaucoup, moi, c'est le fait que l'écosystème ne bouge pas. En fait, voilà, il y a des sociétés qui mettent les bouchées doubles et triples pour être Secnum Cloudisé. Il y a effectivement le UCS qui est venu. On y croyait fort. On se disait même qu'effectivement que le Secnum Cloud allait être succédé par le UCS à l'échelle européenne. C'était super parce que ça représentait un marché supplémentaire au simple marché français. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est que les politiques ne s'emparent pas du sujet. Et en fait, rien ne bouge. Comme vous disiez, l'éducation nationale, Polytechnique et j'en passe, tout le monde est Microsofté. Okay, c'est très compliqué de faire de l'UCS dans ce contexte. Alors, ma question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais c'est est-ce que vous pensez vraiment que nos pouvoirs politiques ont pris conscience qu'il va falloir faire de la souveraineté une réalité et pas simplement quelques mots dans des salons? Voilà. Alors, je vais répondre après, laissez M. Vétillard compléter. Mais je pense que la prise de conscience est lente, mais elle arrive. Par exemple, vous avez la SREN, sécuriser l'espace numérique en France de mai 2024 de mémoire, qui mentionne notamment le F-Data Hub, qui est situé à Rennes, qui fait partie maintenant des données sensibles, passé sous Secnum Cloud. C'est vrai que c'est une goutte d'eau, mais bon, ça arrive. Il y a Monsieur Latombe également, Philippe Latombe, qui prend à cœur ces enjeux de souveraineté. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un peu trop seul. Et la Commission nationale... Alors, il est député, il n'est pas complètement seul dans l'hémicycle. Oui. Il y a quand même quelques acteurs qui arrivent. Il pourrait être plus nombreux, effectivement, oui, voilà, le nombre de postes, de sièges. Mais effectivement, il était présent ici avec d'autres députés et sénateurs qui s'investissent beaucoup sur le sujet, beaucoup plus. Donc ça, c'est peut-être aussi un signe positif. C'est jamais assez suffisant, mais en tous les cas, ça évolue. Et je pense aussi, après la part des industriels aussi, ce que reproche aussi par exemple les industriels à la France, c'est que par exemple, à l'instar de l'Allemagne, où le gouvernement a l'oreille des constructeurs allemands automobiles, ils appellent ça les clouders français, aimeraient avoir plus l'oreille, par exemple de Bercy ou de Matignon, parce que l'ANSSI ou le SGDSN. Je pense que ça peut arriver, je pense que les enjeux politiques actuels vont aider à cela. Malheureusement, c'est lent. Comme a été dit également, il y a de plus en plus d'initiatives pan-européennes. Par exemple, il y a une lettre qui a été signée. Il y avait l'initiative Gaia X également, qui a été peu évoquée, mais qui reprenait avant ces enjeux de souveraineté, qui a été oubliée. Voilà. On part de rien, mais on espère. Oui, et puis je pense également qu'au niveau de l'État français, il y a des choses qui sont très très bien, qui ont été faites. Enfin, la dernière version des doctrines cloud au centre, aussi un certain nombre d'initiatives de l'ANSSI. Qui sont là, mais qui ne sont pas appliqués. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, quelque part, c'est du même rapport, encore une fois, que les Hollandais ont eu, qui a déclenché que, du coup, il se passe quelque chose au niveau de leur Parlement. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un tape du poing sur la table en disant « il existe des règles, appliquez-les ». Les règles existent. Tout aujourd'hui est disponible pour, en particulier, les acteurs publics de faire ce qu'ils doivent faire. Ils ne le font pas. Voilà, donc, mais c'est en train de venir et effectivement, on va dire que la situation géopolitique actuelle est probablement un accélérateur assez intéressant. Et pour compléter, c'est vrai que pour les Pays-Bas, le rapport de la Cour des auditeurs date de janvier et le 19 mars, ils ont déjà commencé à travailler dessus en bannissant à moitié les clouds américains. Donc les Pays-Bas ont été assez rapides.
Y a-t-il une autre question? Il nous reste quelques minutes avant de terminer notre séquence. Si vous avez une dernière question à adresser à nos invités. Plus de questions? Bien, eh bien, merci beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur ce sujet. Et donc, évidemment, pas de rendez-vous prochain, Eric. Mais en tous les cas, on va continuer à suivre l'actualité. On continuera à échanger avec vous pour effectivement voir comment tout cela évolue. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. 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 Merci Mélanie. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à celles et ceux qui nous ont également suivis à distance. Merci également aux organisateurs d'avoir réalisé cette très belle édition du FIC à Lille. C'est quand même un tour de force de réaliser un tel événement et de réunir toute la communauté. Donc, l'occasion de les remercier. Merci également aux traducteurs que vous ne voyez pas, mais qui font un travail exceptionnel. Et j'adresse également un remerciement à tous les techniciens en régie qui nous ont accompagnés pendant 3 jours et qui font un travail sans qui nous ne pourrions pas réaliser ce genre d'événement. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous pendant ces 3 jours. Je vous dis à très bientôt. Et puis, évidemment, on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine ici à Lille. Très belle journée à toutes et à tous.